deux associations. La première association, c'est l'association Jean-Jacques Rousseau. Et puis la deuxième structure, c'est la Fondation Clarins, avec son président à ma droite. Et la Fondation Clarins a entrepris avec nous un cycle de conférences qu'on a intitulé, qu'on a co-intitulé Les rencontres de l'humanisme. Et on est à la troisième conférence. Là, on était à la première. À la première. Ah, mais le temps passe vite. Voilà. Donc moi je pensais qu'on était déjà. Parce qu'on a déjà travaillé ensemble. C'est pour ça. Voilà. Et donc ce soir, les deux associations, donc l'association Jean-Jacques Rousseau et la Fondation Clarins, ont choisi comme thème la transition écologique. Quelle est l'urgence d'une mobilisation démocratique et intergénérationnelle européenne? C'est un thème qui est un thème central. Au moment où on voit au niveau européen pas mal de risques, plus que des risques d'ailleurs, de recul par rapport à l'ambition qui était celle des années 2019-2020 en matière de pacte vert. On voit que tout ça, actuellement, c'est quand même quelque part soumis à critique parfois dans certains États membres, dans certaines parties de l'opinion. Puis la mobilisation, quelle opinion publique, comment la mobiliser? Pour parler ce soir, l'intérêt, pour traiter de ce sujet ce soir, deux amis de la Maison de l'Europe sont parmi nous, et j'ai l'honneur de vous présenter donc Lucille Schmitt, qui est une femme engagée en matière d'écologie depuis de très longues années, qui était cofondatrice du think tank La Fabrique écologique, qui est un think tank partisan qui promeut depuis longtemps les propositions opérationnelles en matière de transition. Lucille est aussi membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Elle a coprésidé la Fondation verte européenne, Green European Foundation, et elle a aussi fondé en 2018 un prix littéraire, le prix du roman de l'écologie. Le deuxième intervenant de la soirée est Marc Gavananc, qui est directeur général de Zenon Research, qui enseigne les relations internationales et les questions européennes à Sciences Po, et qui a aussi rejoint l'Institut de l'engagement, qui accompagne chaque année des centaines de jeunes dans leurs projets d'avenir. Marc a publié de nombreux ouvrages, j'y reviendrai peut-être dessus tout à l'heure. Donc Lucille et Marc, je vous passe la parole, mais avant quelques mots du président de la Fondation Clarins, pour lancer un petit peu la thématique de ce soir et les enjeux de cette discussion citoyenne. Merci, Monsieur le Président, et merci pour votre accueil. Et bonjour et merci pour votre assistance, mesdames et messieurs, pour avoir répondu à cette invitation que nous croyons importante parmi tous ces efforts qui sont faits autour de l'écologie. Je dois signaler que j'interviens ici, en effet, en tant que représentant de la Fondation Clarins. Clarins, c'est un rappel à Jean-Jacques Rousseau, à Noël-Héloïse, donc un lieu qui est un lieu problématique, mais un lieu aussi qui vante la nature. Et je viens ici avec Raymond Dany, qui est là sur notre droite. Raymond Dany est philosophe. Il a été philosophe des philosophes, si je puis dire, des formateurs de ce qu'on appelait à une époque l'UFM, et qui a donc formé de nombreuses classes de philosophes lorsqu'il était à Paris. Et Raymond Dany a rejoint la Fondation Clarins, après avoir été d'ailleurs compagnon de route de l'association Jean-Jacques Rousseau. Bien, aujourd'hui donc, je vais en quelques mots présenter un petit peu la problématique de la soirée et du débat que nous aurons. Alors je vous encouragerai à intervenir parce que je pense qu'il y a matière à échange considérable aujourd'hui. Le climat est en train de changer partout dans le monde, plus rapidement que prévu, et l'activité humaine en est responsable. Diagnostic simple, mais sans appel, issu du rapport du GIEC. Je ne traduis plus le GIEC, chacun le connaît, même si on n'est pas toujours capable de le développer correctement. Et ce rapport était en 2021. Jean Jouzel, climatologue et ancien vice-président du GIEC, déclarait le 23 janvier dernier sur France Culture, à propos de la marche arrière des politiques, en matière de budget, notamment dans notre dernier budget qui a été voté tout récemment. Les incendies sont de retour en Californie. Je passe tous les drames climatiques. Tous les voyants sont au rouge. Et dans le même temps, Donald Trump se retire des accords de Paris. Jean Jouzel conclut, nous sommes au creux de la vague. Il faut continuer à dire l'urgence, à la répéter, pour tous ceux qui s'intéressent
à la possibilité de l'humain dans la nature. Alors donc, ce diagnostic semble bien confirmé par l'enquête exceptionnelle de la 6e édition de l'Observatoire international Climat et Opinion publique, qui a été publiée au mois de novembre dernier par Ipsos et EDF et menée dans 30 pays. Je peux ici, sous forme d'introduction, en donner quelques éléments. Elles permettront d'affûter un petit peu notre réflexion sur la question écologique aujourd'hui. Alors, tout d'abord, elle révèle un recul qui est fondamental, celui de l'inquiétude climatique. Une inquiétude climatique qui dominait dans les années 2020, 2022. En 2022, une majorité de Français était prête à tout pour changer. Pour changer, 73% pensaient que la sobriété était même la seule solution. 2/3 pensant que notre modèle n'est pas compatible avec le changement climatique. Nous allons voir les chiffres aujourd'hui, 2 ans après. Alors cette inquiétude, elle est réelle. Cette inquiétude réelle que génère la question du réchauffement est en recul depuis 3 ans à l'échelle mondiale, pas uniquement à l'échelle européenne. 40% des personnes se disent, avec un net recul, très préoccupées, mais 40% dans un recul important. En France, le niveau de préoccupation baisse fortement, passant de 35% à 29% en 2 ans. Alors, vous m'excuserez un peu de vous donner quelques chiffres, quelques pourcentages, mais ça permettra de jalonner un peu nos débats. Cette baisse de la préoccupation est accompagnée d'une montée du scepticisme à l'échelle mondiale. En France, 1/3 de la population encore reste climato-sceptique, ce joli nombre de climato-sceptiques qui circulent, malheureusement un peu trop, et 33% se disent climato-sceptiques, pour des raisons un peu diverses. 10%, semble-t-il, serait parce qu'on ne pense pas qu'il y a un changement de climat, que le changement de climat a toujours existé, et que donc on doit s'y faire, et qu'il y a 23% qui pensent que ce changement n'est pas véritablement si évident et si lié, en tout cas, et pas lié aux activités humaines. De nombreux signes soulignent ce fait, ce recul de l'inquiétude. Il n'est que de considérer le référendum qui a été réalisé en Suisse le 9 février dernier et qui s'intitulait « Pour ou contre une économie responsable dans les limites de la planète ». Vous avez peut-être entendu parler de cette votation suisse pour cette première d'un pays appelé à se prononcer sur l'encadrement des limites naturelles. Le non l'a emporté dans les 26 cantons de la Confédération avec un taux de participation de 36%. Donc, la question se pose déjà des raisons de cette inflexion. Et ce sera le deuxième point que je propose à nos invités, la raison de l'inflexion et ensuite les possibilités d'y faire face. La question écologique, qui par son ampleur implique la vie de la planète et toute vie humaine, est cependant caractérisée en grande partie par des prévisions, par des chiffres et donc par des abstractions. Cependant, les catastrophes climatiques ravivent régulièrement la menace. Mais on peut considérer le drame passé, le lien ne semble pas établi profondément et dans la continuité avec les activités humaines. Notons que 23% des Français douteraient que les activités humaines soient la principale cause de ces événements. En France, il est à noter de façon importante que la question du pouvoir d'achat s'impose en faisant passer au second plan la question de la transition écologique. Ces chiffres où la question sociale est dominante sont bien sûr à saisir en même temps dans un contexte où les tensions géopolitiques attisent les inquiétudes au plan européen. Les conflits armés sont la seconde préoccupation, 50%, après le coût de la vie, 57%. Alors je conçois que ces chiffres donnés comme ça, de façon un peu sèche, sont un peu ridicules par rapport à la réalité qu'ils recouvrent. Mais cela nous permet quand même de saisir un peu les mouvements
de l'opinion publique. Car chaque jour, la situation géopolitique marque un tel bouleversement que toute question, toute évaluation doivent être passées au crible de ce renversement des valeurs humaines ou humanistes. Mais face à ces mises en question de l'ordre économique, géopolitique, éthique, mondial, nous devons rester fermes quant à l'urgence d'inciter à l'émergence d'une mobilisation climatique et démocratique intergénérationnelle, pour reprendre le titre de cette soirée. Dès 2022, la planification du plan vert, mise en place par Elisabeth Borne, posait déjà cette voie de manière volontariste. Je cite Elisabeth Borne, car le ministère. La réussite de la transition écologique demande la mobilisation de chacune et chacun d'entre nous, que nous soyons citoyens, élus, membres de la fonction publique, entrepreneurs, salariés du secteur privé ou ministres. Et nous sommes déjà des millions à agir et à vouloir agir davantage et mieux. Volontariste, certainement. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de ces déclarations? Et comment faire? Quelle méthode pour trouver ce mouvement qui ne peut se mettre en marche que dans la prise de conscience et l'enthousiasme des énergies? C'est ces petites questions que je vous invite à réfléchir et à, pourquoi pas, nous donner quelques éléments de réponse. Merci. Merci. Il faut qu'on récupère le micro. Ah oui, je crois. Quelle est la règle du jeu? C'est-à-dire qu'on s'exprime 5 minutes chacun Oui, je crois que les questions doivent nous porter. D'accord. Nous serons là. Je crois qu'il y aura un certain aspect que je porterai moi-même. Et Raymond Dany, qui est très secret, ne manquera pas de poser des questions d'ampleur. Voilà, en philosophe qu'il est. On va essayer. Voilà, donc voilà. Donc je parle 5 minutes et Oui, ensuite oui. Marc parle 5 minutes. Voilà, Ensuite mais Raymond pose des questions profondes qui dureront 5 minutes. Je me méfie de la profondeur de ce Alors, vous nous avez demandé quelles étaient les raisons de cette inflexion vers, au fond, une plus grande distance à l'égard de l'urgence écologique. Et par ailleurs, dans le cadre de ce débat, vous avez insisté sur le lien entre démocratie et écologie. Donc moi, ce qui me semble important, c'est peut-être, en termes de raison d'une inflexion, d'insister d'abord sur le fait que le lien entre démocratie et écologie ne va pas de soi, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les enjeux de nature, la question d'articuler les sociétés humaines, le projet de société et un projet de société qui inclut la nature, ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans nos institutions. Et certes, on a une charte de l'environnement qui a été établie en 2004-2005 par Jacques Chirac, qui introduit ces préoccupations dans notre Constitution, mais les introduire en 2004-2005, ça ne signifie pas que l'acculturation concernant ces enjeux s'est produite au sein de la société, ni même au sein de ceux qui sont élus. Donc on a une première difficulté, c'est que le cours de notre vie politique et démocratique ne s'organise absolument pas autour des enjeux écologiques. La deuxième chose qui est importante, et vous citiez Jean Jouzel, c'est qu'à l'évidence, la parole des scientifiques, la parole des chercheurs, et pas seulement de ceux qui s'intéressent à la nature, mais aussi tous ceux qui s'intéressent aux questions économiques, aux droits, aux enjeux sociaux, aujourd'hui a été bouleversée par l'urgence écologique. Mais depuis quand est-ce que le lien entre les chercheurs et la décision publique, le lien entre les chercheurs, on l'a vu au moment notamment de la pandémie, depuis quand est-ce que les chercheurs trouvent une place bien établie dans le processus de décision économique, sociale et politique? Ça, depuis jamais, si je puis dire. Donc ça, c'est un deuxième enjeu, c'est-à-dire qu'il faut organiser cette place de la recherche, cette place d'une pensée complexe par rapport à des processus de décision qui sont fondés a priori sur d'autres temporalités, d'autres technicités, d'autres langages. Et donc ça, c'est une deuxième difficulté. Jean Jouzel, d'ailleurs, a choisi de s'éloigner de la posture du chercheur. Il est sorti du laboratoire pour aujourd'hui s'exprimer beaucoup dans les médias, pour prendre une position presque de lanceur d'alerte institutionnel avec toute l'autorité qui est la sienne. Mais c'est bien une position davantage de lanceur d'alerte que de décideur.
Et donc on a un deuxième point important lorsqu'on veut articuler démocratie et écologie, c'est que ces questions de recherche, ces questions de complexité, d'autres langages, vous n'arrêtez pas de vous excuser de citer les chiffres, oui, on est aussi dans un moment où, par ailleurs, on a pris l'habitude de faire de la politique autour de slogans, autour d'une extrême simplification, autour d'une extrême réactivité, d'une extrême simplicité des mots qu'on emploie. Et évidemment, ça ne correspond pas à la manière dont on devrait parler d'écologie. Et réintroduire la complexité dans le jeu démocratique est évidemment un deuxième enjeu sur les questions écologiques. À la Fabrique écologique, j'ai coordonné un travail avec Denis Couvet, qui préside la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et c'était un des points importants qu'on avait pointé, qui était qu'en France, on n'a jamais été avec un État qui, au fond, travaille aussi peu avec les chercheurs. Voire même, on le sait, qui aujourd'hui fragilise les enjeux de recherche, à la fois en termes de financement, mais aussi d'acculturation en ce qui concerne les liens entre les technocrates, qu'il ne faut pas critiquer systématiquement. Elisabeth Borne était peut-être notre première ministre technocrate et très convaincue sur les enjeux écologiques, et puis les chercheurs. Alors le troisième point, et on le sent venir aujourd'hui, c'est quand même l'extrême cyclotimie qui existe du côté des politiques, des décideurs politiques, sur les enjeux écologiques. Moi j'ai tendance à dire que la love story entre ceux qui sont à un haut niveau de responsabilité politique et l'écologie dure en général 1 ou 2 ans. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, par exemple, élu, avait repris à son compte dans la campagne présidentielle de 2007 le pacte écologique de Nicolas Hulot. Il a ensuite organisé le Grenelle de l'environnement, les lois Grenelle 1 et Grenelle 2. Et puis en 2011, dans l'année précédant la campagne électorale, il a dit l'écologie, ça commence à bien faire. Emmanuel Macron a aussi pris des initiatives écologiques fortes. Vous rappelez, alors on peut être pour ou contre, mais en tout cas lorsqu'Édouard Philippe annonce qu'on renonce à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes à proximité de Nantes, c'est un moment important. Et à l'époque, il dit d'ailleurs, Édouard Philippe, dans son discours, les conditions démocratiques pour la réalisation de ce projet ne sont pas définies. Et donc, il met les choses du côté de la démocratie plus que du côté de l'écologie, sans doute parce qu'il n'était pas convaincu qu'il faudrait construire moins d'aéroports, mais il voyait bien que la conflictualité était très forte en termes démocratiques. Et c'est un point important. Emmanuel Macron a organisé la Convention citoyenne pour le climat. Il a aussi été à l'initiative de la création du secrétariat général à la planification écologique que souhaitait Elisabeth Borne. Dans le même temps, il a aussi dit qu'on ne pouvait pas aimer les Amish. Il a aussi déçu après l'organisation de la Convention citoyenne pour le climat. Et on ne peut pas dire que l'écologie soit particulièrement en odeur de sainteté aujourd'hui en termes budgétaires, en termes, quand on entend François Bayrou nous dire que les agents de l'Office français de la biodiversité sont des cow-boys et harcèlent les agriculteurs, ce sont des paroles qui en tout cas ne sont pas favorables. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de cyclotimie et qui est liée peut-être à l'idée que l'écologie ne rapporte rien électoralement, mais qui, à mon avis, est surtout liée à un problème de culture de ceux qui sont élus ou des décideurs sur la façon dont on pourrait intégrer dans la décision l'écologie d'une manière qui soit efficace, qui corresponde à la temporalité et qui puisse être comprise par le plus grand nombre. Et je terminerai donc en parlant de cette question du plus grand nombre, parce que dans ce que vous disiez, au fond, on avait le sentiment que peut-être le peuple était idiot. Et ça, je pense que c'est un problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, moi je ne veux pas, je suis absolument contre cette idée, et je pense qu'une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'on a voulu envisager les questions écologiques en les déconnectant des enjeux de justice sociale, et qu'on voit bien, et en les déconnectant de ce qu'on pourrait appeler une écologie du quotidien. En quoi est-ce que mener une transition écologique pourrait être compatible avec au moins un maintien du pouvoir d'achat? En quoi est-ce que mener une transition écologique pourrait être compatible avec le fait d'améliorer la mobilité de ceux qui sont dans la grande ruralité? En quoi est-ce que mener une transition écologique pourrait permettre de traiter les inégalités sociales et environnementales, sachant que ces inégalités, on le voit dans la recherche, sont de plus en plus souvent liées. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un logement insalubre, il est très souvent mal isolé. Quand vous êtes une sorte de prisonnier écologique. C'est aussi ce qui avait été dit au moment, vous savez, du mouvement des Gilets jaunes. Et donc ces enjeux, cette articulation entre enjeux de justice sociale et questions écologiques ont été largement négligées. La Convention citoyenne pour le climat devait travailler sur une forme
de transition écologique dans un esprit de solidarité, mais quand vous regardez les propositions, c'est pas ce qui a été fait, sans doute d'ailleurs parce que les conventionnels n'avaient pas eu le temps de traiter cette articulation qui est extrêmement difficile. Mais aujourd'hui, quand on parle d'interministérialité des questions écologiques, je crois qu'en général, on ne pense jamais à articuler le ministère de l'écologie et le ministère des Affaires sociales. On pense davantage à articuler économie et écologie, ce qui est tout à fait légitime, mais c'est un vrai sujet. Alors, je ne veux pas être plus longue, mais il me semble que la question n'est pas les sondages et l'évolution, en fait, une sorte de cyclotimie reflétée par les sondages dont vous parliez. Et d'ailleurs, cette cyclotimie, je crois qu'elle suit aussi le cours de ce que disaient les politiques. C'est-à-dire que d'une certaine façon, quand on a un discours climato-sceptique qui est tenu de plus en plus ouvertement, évidemment, il y a la question de Donald Trump, mais il y a aussi le discours qui peut être tenu par certains partis populistes. À partir de là, quand on n'offre pas de solutions concrètes dans la vie quotidienne, lorsqu'il apparaît impossible de devenir plus écologiste, on peut devenir un adversaire de cette écologie dont on a le sentiment qu'elle n'est pas pour soi, dont on a le sentiment qu'elle n'est pas pour ceux qui sont déjà les plus précaires, dont au fond elle organise des formes d'inégalité exponentielles. Donc ça me semble un point important et sans doute le principal point sur lequel j'espère que notre débat portera. Merci. Merci beaucoup, Lucile. Compliqué d'intervenir après toi, tu as dit beaucoup de choses. J'ajouterais quelque chose, et en soulignant ce que tu viens de dire, c'est des explications qui sont quand même très multifactorielles, et la grande difficulté à trouver un facteur explicatif unique, même si on a envie aussi de simplifier, même si on a envie parfois de dire c'est à cause de Trump, ce serait tellement facile. Les sondages nous y engagent quelquefois un peu fortement, oui, dans la nécessaire simplification. Alors, les sondages, ils vont, ils viennent, on leur fait dire ce qu'on veut, on les interprète, et on voit bien. Il reste que il y a des effets de mobilisation, je reviens sur le mot, qui, à certains moments, permettent des transformations politiques et des choix politiques différents. D'une façon, j'ai envie de dire, amusante. En 2019, on a eu une situation assez étrange. Il y avait eu des mobilisations fortes, portées notamment avec cet étendard qui est Greta Thunberg, et une incidence politique au moment des élections du Parlement européen, et qui ont entraîné des transformations qui n'étaient pas nécessairement attendues ou aussi fortement attendues. Il n'était pas tout à fait imaginable avant les élections européennes de 2019 que l'agenda politique de la Commission européenne pendant 5 ans allait être à ce point dominé par les questions de climat, d'énergie et de climat, de transition écologique, de transition énergétique, etc. Et on se retrouve 5 ans après, alors même que la situation climatique, effectivement, n'a fait qu'empirer, alors même que tous les voyants semblent être au rouge, alors que les alertes, les alarmes des scientifiques désespérés de n'être pas entendus se multiplient. Alors je reprends vos mots, que des scientifiques descendent dans l'arène alors qu'ils pensent que ça n'est pas naturellement et normalement leur place. Eh bien, on se retrouve dans une situation politique et dans un moment d'inscription à l'agenda politique qui est complètement différente. Et tout à coup, on a un retournement. Là où on disait, il y a 5 ans, il faut trouver des solutions pour construire une transition et aller vers la mise en œuvre des accords de Paris et tendre vers le net zéro et organiser avec le droit, avec un des moteurs de cette construction européenne à laquelle je suis attaché, à laquelle je sais que Michel et d'autres ici sont attachés. On va créer des régulations, on va créer des règles, on va créer des directives et on va créer de cette façon d'autres formes de mobilisation, entraîner d'autres acteurs dans des transformations qui sont nécessaires et nécessaires à un tout petit truc fondamental qui est l'avenir des générations futures, qui est notre quotidien, qui est notre bien-être écologique au sens large, mais notre bien-être
économique en même temps, etc., etc. Et là, on se retrouve dans un moment où, tout à coup, il y a à la place des mots qui sont compétitivité, souveraineté, guerre commerciale, et donc un registre de vocabulaire qui est complètement différent, et avec des formes d'inscription. Je joue un tout petit peu et je caricature évidemment, mais il y avait eu quelque chose d'un peu magique en 2019. Il y a un truc carrément diabolique qui est en train de se passer. Alors vous voyez les deux mots que j'oppose, et que j'oppose d'une façon qui est abominablement morale, j'en conviens, et avec les biais et les partis pris qui sont les miens. Oui, en 2019, il y a eu une mobilisation qui a entraîné des choses transformatives, importantes, que aujourd'hui nous pourrions, si nous ne sommes pas capables de revitaliser des mobilisations générationnelles, intergénérationnelles, en faveur de la transition, remettre en cause. Et il y a des vrais risques que l'œuvre de la Commission européenne sortante, même si la nouvelle porte le même nom, soit remise en cause. Et vous voyez bien, désolé de ces acronymes, mais qui sont devenus familiers, que des réglementations aussi importantes que la CSRD ou la CS3D ou d'autres encore, elles sont remises en cause, sont caricaturées, sont simplifiées dans le débat et sont jetées aux orties, y compris par des personnalités politiques dont on pouvait attendre davantage et dont on pouvait attendre mieux. Quand Stéphane Séjourné semble abandonner complètement la CSRD et appeler à sa remise en cause, à sa simplification, et se faisant à remettre en cause un mouvement qui s'est construit pour que les entreprises rendent des comptes, fassent du reporting sur la façon dont elles utilisent les ressources, la façon dont elles utilisent les matières, la façon dont elles empruntent un certain nombre de biens, de ressources à la planète pour produire, et pour produire des biens qu'évidemment nous consommons. Évidemment, on peut être inquiet. Et je voulais, pardon d'être aussi long, et je vais m'arrêter, je vous promets, mais revenir au-delà de la question du pourquoi ce basculement d'opinion, revenir et insister sur il y a des basculements, on peut en créer de nouveaux, et c'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité. Mais il faut se poser la question, évidemment, de la transition écologique, pourquoi faire? La mobilisation démocratique, comment et pourquoi faire? Et là, je voudrais terminer d'une façon qui peut sembler un peu assommante, mais en jouant sur le court terme et le long terme. On a répété la nécessité de réduire les émissions de carbone, de le faire de façon déterminée, forte, à l'échelle mondiale, de façon à éviter un réchauffement climatique qui, provoqué par l'homme, est tellement rapide, menace très clairement notre survie, nos capacités d'adaptation au-delà des efforts d'atténuation que nous pourrions faire. Et j'ai perdu mon fil, et je vous prie de m'en excuser, donc je vais m'arrêter là, et on rebondira, et vous rebondirez, et je passe le micro. Je crois que Monsieur le Président va justement intervenir à ce moment-là. Michel. J'avais une question pour tous les deux. Et je reprendrai volontiers la chronologie que Marc tu évoquait. On est, tu l'as évoqué en 2019, dans un moment démocratique, élection du Parlement européen, donc les citoyens européens, au suffrage universel direct, désignent leurs représentants, et après tout, il y a une majorité pour voter le Green Deal posé par Madame von der Leyen. D'où vient le fait du décrochage que tu notes fort justement? C'est-à-dire, est-ce que c'est un problème simplement d'absence de communication, de pédagogie, d'information? Comment fonctionne la démocratie pendant les 5 ans pour aboutir à ce retournement où finalement on se retrouve avec
une majorité critique et tout. Est-ce que c'est, par exemple, le fait qu'on n'a pas associé les citoyens au choix de l'interdiction de commercialisation des véhicules thermiques en 2035, d'une manière ou d'une autre, et que la décision a été perçue comme un peu techno et désespérant, Sochaux et un certain nombre de citoyens qui fabriquent des véhicules classiques, on va le dire comme ça. Donc, enfin, voilà. Et là, on est au cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est comment on peut mobiliser de manière durable les citoyens, y compris qu'il y a des chantiers pas faciles, qui supposent des renoncements, et qui supposent de garder le cap, mais dans un chemin sinueux. Lucide évoquait les conférences citoyennes organisées. Moi, je me rappelle qu'il y a eu une conférence, une consultation citoyenne sur l'avenir de l'Europe, qui était un chef-d'œuvre de technocratie, c'est-à-dire une plateforme mise en place au niveau européen, où chaque citoyen européen peut soi-disant mettre ses priorités. Chaque tête de gouvernement lance ça, c'est vachement bien, mais on ne fait rien du tout du résultat. C'est-à-dire que 125 000 Européens mettent leurs idées sur l'avenir de l'Europe, et au final, et donc, comment on peut, si cette démocratie directe, consultative ne fonctionne pas, si on considère que les députés européens, parfois, ne font pas le travail de lien avec le peuple, avec les citoyens européens, et si la Commission est perçue comme lointaine et affublée de tous les défauts par les populistes de tout poil, comment on fait, comment on fonctionne? C'est une vraie question que dans cette maison d'Europe on se pose souvent, mais comment on réinstille de la démocratie dans le processus européen aujourd'hui, notamment sur ces sujets écologiques. Donc, c'est une balle que je vous lance. Oui, c'est intéressant. Tu veux y aller? Je peux y aller, je vais partir de très très loin. Est-ce que vous pouvez citer facilement dans la salle le nom des grandes institutions de l'Union européenne? Et est-ce que vous pouvez facilement dire le rôle qu'elles ont dans le processus décisionnel? J'en connais quelques-uns quand même. Ursula, sans doute, d'autres sans doute. Je pense que tu as un public biaisé quand même là. Oui, je pense que tu as un public biaisé. Michel l'a rappelé tout à l'heure gentiment, j'ai été prof d'Europe à Sciences Po pendant des années. Et à Sciences Po, on s'attend à avoir des étudiants qui ont déjà une assez bonne connaissance du fonctionnement des institutions. Faire comprendre à des étudiants de Sciences Po qui sont des gens smart en général, que le Conseil européen, c'est une sorte de président, mais collégial de l'Union européenne. Que le Conseil des ministres, c'est pas la même chose qu'un Conseil des ministres en France, et qu'il n'a pas du tout le même type de rôle, mais qu'il est une forme de chambre législative. Que le Parlement européen n'est pas le Parlement à lui tout seul, mais qu'il est une autre chambre, la Chambre des peuples, dans cette Union européenne. Et que la Commission européenne est une sorte de gouvernement, déjà ça, c'est compliqué, c'est difficile. Et donc, je joue la facilité, mais si on appelait un chat, et si on appelait les institutions par des noms qui permettaient de comprendre la place qu'elles jouent, le rôle qu'elles ont, les décisions qu'elles prennent et les responsabilités qu'elles occupent, les choses seraient sans doute assez simples. Si on ajoute à ça, si, je vais le dire d'une façon vulgaire, et vous me pardonnerez, s'il n'y avait pas un constant bal de faux cul entre ce que je fais à Bruxelles et ce que je dis à Paris ou dans n'importe quelle capitale nationale, avec ce que je vote au Parlement européen et ce que je vote à l'Assemblée nationale et ce que je propose comme amendement à l'Assemblée nationale, sans doute les choses seraient davantage lisibles par les citoyens. Mais je vais encore remonter une case plus loin. Et pardon, et c'est du bon sens. En 2007, j'ai eu la chance d'écrire pour un éditeur que France connaît bien, je l'interpelle au fond de la salle, un dictionnaire de l'écologie, et un dictionnaire de l'écologie pour les enfants, en essayant d'introduire la compréhension de notions simples, mais tellement fréquentes dans notre environnement quotidien. Et là aussi, ces notions, elles sont mal comprises et mal transmises. Et donc, la place de l'apprentissage et de la compréhension qui sont nécessaires à la mobilisation. Pour se mobiliser, il faut comprendre, pour être citoyen, il faut être éclairé. Et il faut pouvoir se saisir de questions très complexes. Et les questions écologiques sont extrêmement complexes. Et se saisir de la façon dont
les décisions sont prises relativement à ces questions complexes. Et là encore, on a des processus décisionnels complexes et empêchés. Pardon. Merci Marc. Alors, moi, je vais envisager ça de manière un peu différente. Et je voudrais rappeler que lorsqu'Ursula von der Leyen devient présidente de la Commission en 2019, elle le devient de manière surprenante. C'est-à-dire qu'elle n'était pas la candidate de son camp, elle n'était pas la candidate du Parti populaire européen, et elle est une candidate qui en fait surgit du chapeau grâce à l'alliance entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Et elle doit porter un projet qui sera un projet fédérateur et qui lui permettra d'être approuvé par le Parlement européen, alors qu'une partie de son groupe, de sa famille politique, ne va pas la soutenir puisqu'elle a pris la place de Manfred Weber. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'elle sort du chapeau, elle est sortie du chapeau et elle sort à son tour du chapeau, le Green Deal, le pacte vert européen. Il faut se rappeler aussi que le pacte vert, enfin le Green Deal, c'est quelque chose qui vient en fait du parti vert allemand, des Grünen, et qui vient, mais qui a été aussi soutenu par des personnalités politiques beaucoup plus à gauche, comme Varoufakis dans le cadre de Diem 25, avec l'idée que dans le cadre de Diem 25, il fallait faire le lien entre l'écologie et le social, la sociale écologie d'une certaine façon, tandis que là, Ursula von der Leyen va proposer un pacte vert qui permette, au fond, aux partis qui, au Parlement européen, sont pro-européens et qui gouvernent ensemble, en fait, qui portent ensemble la mandature, qui sont une partie du PPE, qui sont les sociodémocrates, qui sont Renew et qui sont les Verts. Donc, comment leur proposer quelque chose qui permet d'être approuvé? Donc, elle va proposer ce pacte vert, elle va être approuvée d'ailleurs avec une très faible majorité, c'est pas vraiment glorieux, mais c'est fait. Et à partir de là, elle va porter ce pacte vert à marche forcée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle le porte à marche forcée, notamment en décembre 2019, et elle propose quelque chose de très ambitieux, et elle parle d'ailleurs d'articuler écologie et justice sociale, et de créer des outils, qui sont des outils particuliers, fonds de transition juste, etc. Et donc, au fond, de prendre en considération ce qui existe de longue date au niveau de l'Union européenne, les enjeux territoriaux. Donc, souvent, les questions sociales sont traitées au niveau de l'Union par des enjeux territoriaux, puisque vous savez que l'Europe sociale est très faible et que les États ont souhaité conserver toutes leurs compétences sociales. Donc il y a un fonds de transition juste qui va d'ailleurs aider à la conversion des territoires en matière énergétique, je voudrais insister là-dessus, évidemment en Pologne, en Allemagne, en République tchèque, et ça c'est très bien. Et ensuite, il y a toute une série de directives et de règlements qui vont embrasser tout, la biodiversité, l'économie circulaire. Et alors, il y a quelque chose où ça va coincer, ça je voudrais insister là-dessus, c'est quand il y a une feuille de route qui s'appelle « De la fourche à la fourchette » et qui dit qu'il faut drastiquement verdir la politique agricole commune. Et à partir de là, il y a quelque chose qui se grippe. Pourquoi? Parce que, vous le savez, la politique agricole commune, c'est la grande politique européenne, avec les fonds budgétaires, c'est la politique qui représente un tiers du budget européen. Mais c'est aussi une politique qui a évidemment des répercussions sociales. Pour le coup, si l'Europe est éloignée des citoyens, elle n'est pas éloignée des agriculteurs. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'en verdissant la politique agricole commune, comme le prévoit la fourche à la fourchette, au fond, on va modifier profondément les règles du jeu. Et à partir de ce moment-là, quelque chose s'organise, notamment du côté des partis populistes européens, mais aussi d'une partie du PPE, où on dit mais il ne faut pas approuver la partie du Green Deal qui est agricole. Et donc ensuite, ça commence à se dérégler en 2023, en 2024, et vous avez des manifestations d'agriculteurs qui vont avoir lieu dans l'ensemble de l'Union européenne avant les élections. Et c'est là que le pacte vert, d'une certaine manière, est condamné. En tout cas, il est fortement, son ambition est fortement suspendue, avec, vous en rappelez peut-être, toute la discussion autour du projet de loi pour la protection de la nature, qui va être voté de justesse, mais avec des pans entiers démantelés, et une politique agricole commune qui, de toute façon, sera très peu verdie. Et vous savez qu'aujourd'hui, ce qui a été voté la dernière fois, c'est qu'on a redonné aux États membres, en fait, beaucoup de latitude sur le versement des subventions, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une politique agricole commune qui est quand même extrêmement différente d'un État à l'autre, beaucoup moins intégrée qu'auparavant. Et moi, je trouve que c'est un exemple emblématique de la difficulté
qui est devant l'Union européenne aujourd'hui sur le fait d'articuler démocratie et écologie. Un pacte vert qui n'embrassait pas la question sociale et la question démocratique, ça ne pouvait pas fonctionner. Et ça, c'est vu avec la PAC, parce que la PAC, c'est la politique qui a des conséquences dans la vie quotidienne et qui a aussi des conséquences pour des intérêts économiques très puissants. Les deux, le social et l'économique. Et là, ça a coincé. Et donc, si on veut que le pacte vert, si on veut que l'Union européenne puisse intégrer des préoccupations écologiques fortes, il faut à la fois envisager les questions économiques et sociales différemment. Raymond, peut-être. J'étais en train de lire il y a peu de temps un article d'un certain monsieur Hubelin, que vous connaissez peut-être, qui est un spécialiste de paléontologie. Et ce monsieur, qui nous racontait l'histoire de l'humanité, était interrogé justement à propos de ce que l'on pouvait faire pour préserver l'environnement. Réponse. L'humanité s'est toujours moquée de l'environnement. Elle a constitué continuellement une politique qui le transformait. Et ceci était valable pour les 3 espèces humaines qui ont cohabité il y a à peu près 200 000 ans, nos ancêtres à nous, les hommes de Néandertal et les hommes de Denisova. Donc c'est une constante, explicable peut-être à partir d'un développement de l'intelligence dont on sait qu'elle s'est grandement améliorée depuis les premiers hominidés. Donc là, il y a peut-être déjà un obstacle. L'obstacle consiste à penser quelque chose qui n'a pas été pensé, alors qu'on s'est contenté dans l'histoire à une sorte d'opposition entre quelquefois il vaut mieux privilégier les techniques. Je vais citer les philosophes. Descartes se rend maître et possesseur de la nature. Et puis, à la même époque, des gens bien informés essayaient de trouver des espèces de bouillies faites d'orge avec un peu d'alcool pour alimenter les nouveau-nés. Là, on est en plein artificialisme, en pleine technique. 100 ans après, le lait de la mère appartient à l'enfant. C'est du Jean-Jacques Rousseau. Il y avait cette opposition, mais aujourd'hui nous sommes confrontés à un problème qui est entièrement nouveau, en ce qui concerne les consciences en tout cas. C'est la première fois qu'au lieu de modifier l'environnement, nous sommes obligés de nous demander à quelles conditions nous pouvons le faire, sauf à en subir des conséquences extrêmes. Il y a peut-être aussi un deuxième problème, c'est que le problème de l'environnement concerne l'humanité tout entière. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est M. Vance ou si c'est M. Trump, quelqu'un des deux a parlé d'arnaque verte. Donc, nous allons subir à notre détriment un manque total de considération sur les problèmes qui, cependant, touchent de près les États-Unis. Voir ce qui se passe aujourd'hui en Californie. Alors, je me suis demandé quelle était aussi peut-être l'origine d'un de ces problèmes qui nous empêchent de le penser. C'est que l'humanité ne se vit pas en tant qu'humanité, elle se vit en tant que je suis citoyen d'un État. Et les États, je cite Rousseau, sont entre eux dans une nature. C'est le droit naturel qui les régit. Le droit naturel, c'est-à-dire le droit de 2 entités qui l'ont contracté à aucune façon
et jamais. Et je crois que nous sommes en train de revenir, avec les événements récents, dans cette situation. L'Europe est confrontée à de graves problèmes, parce qu'elle est sans doute la première à avoir essayé de construire des unions qui se donnent comme universelles. À partir de là, nous sommes donc confrontés à une pensée de l'humanité contre, quelquefois, et le plus souvent, une pensée de la cité particulière par rapport à d'autres cités. Voilà. Ben oui. Il faut réagir. Vas-y. Tu veux que je commence? Non, vas-y. Parce que là, ça venait de loin. Ah ben ça va être très loin, oui. Ça vient de loin et je réagis en prof d'Europe encore. L'Union européenne, et avant elle la communauté européenne, elle est justement une tentative pour sortir de ça. Et elle a été une tentative pour surmonter les égoïsmes des États, pour dépasser et mettre en place des interdépendances, des coopérations, des politiques, dont la politique agricole commune, des gens souriants, un budget dont je rappelle qu'il ne représente qu'1% du PIB de l'Union européenne, donc les politiques qui sont... La politique agricole commune, elle représente certes la plus grande partie du budget de l'Union européenne, mais le budget de l'Union européenne, c'est un tout petit budget par rapport au budget des États, il faut le garder à l'esprit. Et surtout, du droit. Et un des édifices majeurs de cette Union européenne, c'est le droit, et on voit bien, et sans doute avez-vous raison, qu'aujourd'hui, une des menaces que Trump, Vance et d'autres font peser sur l'Union européenne, sur les citoyens européens, et que aujourd'hui même, je crois, pour ceux qui lisent les newsletters de l'Institut Jacques Delors, l'éditorial de la newsletter de l'Institut Jacques Delors aujourd'hui parle de cette agression délibérée, de cette guerre des États-Unis de Trump contre l'Europe, contre les valeurs européennes, et au premier rang desquelles le droit. Et ce détricotage des règles internationales, cette façon, au-delà, de s'adresser directement à Poutine au mépris des alliances, au mépris du fonctionnement des institutions traditionnelles, etc. Cette façon de jeter bas les règles, s'il en restait, de l'Organisation mondiale du commerce, etc. On voit bien là des formes de détricotage. Et face à cette agression et face à ce mépris, je crois qu'on a aussi besoin d'une mobilisation démocratique. Et je le dis avec le sourire, et je garde le sourire, je crois que malgré tout, les citoyens européens, les principales forces politiques européennes, et je continue à y croire, restent attachées à des modes de fonctionnement qui sont aux antipodes des modes de fonctionnement brutaux, brutalistes, virilistes, et je passe d'autres mots qu'on attache aujourd'hui à Trump, Vance et quelques autres. Merci Marc. Moi je voudrais revenir sur la question de transformer la nature. Et donc il y a toujours eu la volonté au fond que l'homme se voulait transformateur, maître et possesseur, etc. Alors transformer n'est pas détruire. Et ça me semble important d'insister là-dessus, c'est-à-dire que certes, l'humanité a toujours voulu transformer son environnement, et ce que vous dites sur la question technique, j'y viendrai dans un deuxième temps. Mais ce qui s'est passé à partir du 19e siècle, c'est quand même l'accélération avec la révolution industrielle, la question des fossiles, l'énergie. Le livre de l'essai de Jean-Baptiste Fresso est très intéressant, Sans transition, qui montre bien l'accumulation des énergies et non pas la transition entre les énergies. Et donc il y a quelque chose qui se passe à partir du 19e siècle, et d'ailleurs vous connaissez bien ce concept d'anthropocène avec l'idée que on est entré dans cette période géologique mais que les géologues ne reconnaissent pas parce qu'ils ont
des critères très scientifiques, mais d'une certaine manière, c'est une façon d'envisager le moment dans lequel nous sommes, avec un terme un peu savant, mais qui dit quelque chose au plan philosophique. Au fond, on date, enfin, il y a des discussions sur quand est-ce que ça aurait commencé, mais la plupart des discussions disent que ça a commencé au 19e siècle, quand on a été dans la révolution industrielle, et donc dans un usage de l'énergie qui nous a fait tourner le dos, au fond, à une forme de transformation, j'allais dire, raisonnée de l'environnement, où on a effacé la question de l'environnement pour se tourner justement davantage vers la question du progrès technique et d'un usage de la technique qui était l'idée que grâce à la technique, on allait au fond maîtriser complètement la nature. Et ce qui est très intéressant par rapport à Trump et à Vance, c'est qu'il y a quelque chose autour de l'idée que le progrès technique nous sauvera de tout, quoi qu'il arrive. Nous allons maîtriser. C'est l'idée de la toute-puissance technique et de la toute-puissance humaine associée à l'usage de la technique. On sait bien qu'Elon Musk veut orienter la majeure partie de ses investissements sur l'idée de dépasser la frontière terrestre, et donc s'oppose à l'enjeu des limites planétaires qu'évoquent les écologistes, la question de l'absence de limites, puisque maintenant nous allons aller vers la conquête de l'espace. C'est à la fois dans la conquête de l'espace et dans une autre vision de l'intime, puisque c'est aussi un transhumanisme qui nous dit que nous pouvons éviter la mort. Donc c'est quelque chose de très intéressant, ce qui est en train de se passer, c'est véritablement quelque chose à combattre. Et moi je voudrais dire une chose aussi par rapport à la question de la nature, c'est qu'aujourd'hui vous avez ceux qui réfléchissent à la protection de la nature, il y a plusieurs écoles. Et moi je lisais là des textes très intéressants sur le renouveau du sauvage. L'idée qu'au fond, on peut préserver la nature en la préservant totalement de l'homme, des êtres humains. Ça, c'est quelque chose qui est promu par des gens, d'ailleurs, qui, y compris, disent qu'il faut racheter des terres et que ça peut être confié à des entreprises. C'est une discussion. Et puis, il y a cette discussion autour du paysage, avec l'idée que le paysage a toujours été transformé par l'humanité, mais que le paysage, ça fait partie profondément de la nature. Donc on a une discussion qui n'est pas conclusive et qui d'ailleurs se noue différemment selon qu'on est en France, en Allemagne, évidemment aux États-Unis, où la relation à l'espace est différente, avec autour de la wilderness, etc. Et puis je voulais parler du droit. Alors moi je suis d'accord sur le fait que le droit est fondamental, mais je pense que la question du droit ne pourra pas épuiser notre combat contre le Trumpisme, puisque au fond, ce qui se passe là, c'est, de toute façon, on est inondé chaque jour, chaque minute, en fait, d'une nouvelle expression calamiteuse et surtout mensongère. Mais une vraie capacité de mise en scène, télévisuelle, etc., l'arnaque verte. Qu'est-ce qu'on répond à l'arnaque verte? À chaque fois, il faudrait trouver la contre-expression qui permet de dire qu'est-ce que c'est que l'arnaque de ce côté-là. Et si on dit arnaque trumpienne, c'est beaucoup moins fort qu'arnaque verte. Donc il y a quelque chose autour de cette espèce d'invention d'une nouvelle manière de faire la guerre, qui est importante. Et du coup, le droit est essentiel, sauf qu'aujourd'hui, on voit bien qu'aux États-Unis, on attendait checks and balances, les contre-pouvoirs, et on voit bien que les juges, ils font tout ce qu'ils peuvent. Et d'abord, les juges sont des personnes qui parfois sont aussi biaisées. Et donc le droit, ça dépend des personnes. Et le droit, ça dépend effectivement des mobilisations. Et au fond, il faut aussi envisager le droit avec l'économie et le social. Parce qu'on ne peut pas seulement croire au droit, et je pense, tout à l'heure, c'est ce que j'essayais de dire sur le pacte vert, c'est que la construction européenne qui s'est faite sur le droit, c'est bien. Ça donne des gentlemen agreements, ça donne aussi une manière de faire avec ce consensus au Parlement européen, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que même le rapport de force au Parlement européen évolue, qu'il y a des appels du pied des partis populistes au Parti populaire européen, et donc tout est en train de changer et pourrait s'effondrer, en fait. Donc le sujet, moi je veux dire, c'est aussi les qualités morales, c'est-à-dire que le droit, c'est les personnes, c'est les qualités morales, et c'est la capacité aussi à les convaincre, ceux qui ne sont pas convaincus que l'Europe telle qu'elle s'est faite jusqu'à présent, c'est la bonne Europe. Donc on ne peut pas seulement se dire je suis européen, donc j'ai raison. Il faut aller à la conquête. Il faut aller... c'est facile à dire, mais bon, ayant fait pas mal de politique active, je sais ce que c'est que d'être devant une salle vide face à des gens sceptiques. Et donc aujourd'hui, il faut envisager l'écologie comme un sujet sur lequel il n'y a pas de consensus. Sur l'Europe, un sujet sur lequel il n'y a pas de consensus,
Et donc nous devons envisager les choses avec d'autres outils, d'autres attitudes peut-être aussi. Je m'arrête. Je pense qu'à ce moment-là, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été dites, qui mûrissent un peu le questionnement de ce soir, et peut-être un certain nombre de questions sont montées en vous-même par rapport à ces enjeux auxquels, évidemment, on ne peut pas répondre comme ça. Que souhaitez-vous que nous fassions pour endiguer ce flot quotidien aujourd'hui d'événements déplorables, ou en tout cas étranges ou violents, Destructeurs. Et destructeurs. Donc on ne peut pas comme ça poser la question de but en blanc. Évidemment, il faut y aller peut-être par petites attaques biaisées, par réflexion. Donc voilà, nous ouvrons le débat avec vous-même, parce que je pense que vous avez beaucoup de questions qui peuvent monter en vous entre ce qui est évoqué ici et ce que nous percevons du monde. Je vais passer le micro. Oui, madame. Bonjour, ça marche? Oui, ça marche. Ah, c'est très bien. En vous écoutant, je suis psychanalyste et j'ai pensé à une des personnes que je reçois, qui est professeure de droit, et qui est arrivée en larmes à une de ces séances, après peu de semaines après la nomination de Trump, et qui me disait « Mais à quoi sert mon métier maintenant en droit international ?» Et j'ai été assez bouleversée. Heureusement, elle était sur le divan, j'étais derrière, mais j'ai été bouleversée. J'avais vraiment les larmes aux yeux et je peux parler assez facilement en séance, mais nous étions bouleversés. Et nous avons abordé tranquillement la notion d'impuissance qui était la sienne, qui lui permettait, lui, d'avancer, puisqu'il avait des tas de soucis qui étaient en train de s'effriter et qui partaient avec Trump et avec tout ce changement politique, économique. Et la toute-puissance. Et je trouve que c'est vraiment ce que vous soulevez, madame, c'est la question de la toute-puissance. Donc mobiliser alors que nous sommes tentés, une partie de nous, humains, est tentée par cette toute-puissance, c'est ça qui est compliqué, selon moi, et dans les intérêts, dans ce que j'ai développé d'intérêt. C'est très tentant de régresser, c'est très tentant la toute-puissance du bébé qui croit qu'il va tout avoir, et c'est quand même la personnalité des gouvernants auxquels vous faites allusion, et il n'y a pas qu'un ou deux dictateurs, il y en a quand même quelques-uns maintenant, hein, qui font envie de se laisser aller dans cette toute-puissance. Et après tout, si on pouvait continuer à consommer du plastique et à faire n'importe quoi, dans une analité importante, c'est-à-dire faire pipi caca partout, et puis quelqu'un va ramasser. Et puis on est éternel, avec cette confusion, cette confusion qui existe, entre l'espace, c'est-à-dire, Musk dit bien, hein, on peut aller dans l'espace, l'infiniment grand, et le temps. Le temps n'existe pas non plus, parce qu'après tout, il n'y a pas d'idée de mort dans cette histoire-là. La technique, c'est au-delà. Donc, je ne sais pas quelle est ma question, mais voilà ce que je veux dire en essayant de formuler une question que vous trouverez sans doute. Non, il y avait monsieur qui avait... On prend plusieurs questions. Voilà. D'accord. Oui, bonjour pour ces exposés qui sont très complets. Vous avez dit que c'était multifactoriel. C'est tellement complet et multifactoriel qu'on n'arrive plus à ordonner la question qu'on veut poser. Parce que vous avez posé plusieurs aspects. Vous avez posé effectivement l'aspect de la démocratie avec la transition écologique. Moi, il me semble aussi qu'il y a un problème de liberté avec la démocratie. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Sur la démocratie, il y a différents aspects. La démocratie directe et la démocratie participative et la démocratie représentative. Peut-être que si on avait un peu plus de démocratie directe, c'est-à-dire la possibilité pour le citoyen de poser des questions, on aurait un peu plus d'acceptation, justement, des décisions, de la possibilité de les remettre en cause.
Or, j'ai l'impression quand même que parmi nos gouvernants, la démocratie directe, on n'aime pas trop ça. Pourtant, il m'arrive parfois de faire allusion à un petit pays où ça se passe très bien, où il y a un mix démocratie directe, démocratie directe, c'est la Suisse. Eh bien, ce qui est surprenant, c'est que figurez-vous que lorsqu'on en parle, les premiers à critiquer justement ce mix, ce sont des politiques français en disant que oui, mais ce qui est bon pour la Suisse, c'est pas forcément transposable pour les Français parce qu'ils ne sont pas mûrs pour la démocratie. Donc c'est ceux qu'on a élus qui nous méprisent. C'est un petit peu gênant. Par ailleurs, pour la démocratie directe, et justement l'opposition entre le ressenti dans les nations et l'Europe, c'est dommage que l'on ne parle pas plus souvent de l'initiative citoyenne européenne, qui est une forme de démocratie directe et finalement, au niveau européen, de votation, ce qui existe en Suisse. Faites-en un peu plus de publicité. L'opposition aussi entre le savant et le politique. J'avais lu un livre d'un mathématicien, Pierre Williams, qui disait que lorsqu'un scientifique écrit à un politique, à un député, bon, dans le meilleur des cas, il obtient une réponse folie, mais sans suite. Dans le pire des cas, il n'obtient pas de réponse du tout. Et puis on a aussi un problème. C'est même, s'il n'y a pas que, l'antagonisme entre le savant et le décideur, il y a l'antagonisme entre les savants eux-mêmes. Et alors comment, en ce cas, il fait le décideur? En Allemagne, elle a été très critiquée, il y avait Angela Merkel. L'avantage, c'est qu'elle, c'était elle-même une scientifique. Donc, elle pouvait rendre des arbitrages. Et puis, dans les calculs qu'on nous fait, je prends le GIEC, vous avez parlé à un moment d'opposition entre l'évolution du climat naturel, on pense au calcul de Milankovitch, qui s'oppose effectivement au changement climatique anthropique. Ok, on va faire des prévisions. J'aimerais bien dans ces cas-là que les scientifiques nous donnent sur les prévisions d'augmentation de température une marge d'incertitude. Ceux qui ont fait des études de physique, en première année, la première chose qu'on fait, c'est faire du calcul d'incertitude. On nous donne des augmentations sans marge d'incertitude. Moi-même, au ministère des Finances, j'ai fait des calculs de prévision. J'ai toujours été choqué qu'on ne nous demande pas des marges d'incertitude sur les prévisions que l'on fait. C'est un petit peu dommage. Et derrière le politique, il y a aussi un peu le mépris du citoyen. Grosso modo, j'avais vu ça, c'était dans une autre instance, où on disait que peut-être que le politique a tendance à prendre le citoyen pour un adolescent éternel. Et c'est la personne qui était titulaire de la chaire qui disait « il faut expliquer ». Mais là, il y a un deuxième problème qui arrive. Je discutais souvent à la période de Covid avec des collègues, et quand il y a eu l'opposition populaire à certaines décisions gouvernementales, la réaction des politiques, c'était de dire « on n'a pas à s'expliquer ». Mais vous savez quelle était la réaction dans ces cas-là des citoyens, de ces collègues que j'étais? Ah, ils n'ont pas à s'expliquer, mais en plus, ils nous prennent pour des cons. Et là, il y a quand même un petit sujet. Et puis, il y a aussi une opposition sur l'écologie, une opposition entre l'écologie scientifique et l'écologie politique. Malheureusement, on a parfois le sentiment que les politiques qui sont dans l'écologie politique ne sont pas toujours au niveau scientifiquement. J'ai un petit sujet. Un jour, j'ai lu un cours d'écologie d'une école d'ingénieurs. Je me suis dit, là, l'écologie, c'est quand même très sérieux. Et paradoxalement, il commençait ce cours d'écologie scientifique par les considérations de monsieur qui est philosophe. Et ça, c'était vraiment passionnant, et ça permet de faire adhérer. Peut-être commencer au début, l'écologie, c'est quoi? Est-ce que c'est garder notre environnement à l'identique, ou est-ce que c'est le modifier en faisant attention aux répercussions des modifications? Alors, je ne sais pas, je suis désolé, ma question, elle est très fouillie, parce que en fait, comme vous dites que c'est multifactoriel, on peut agir sur certains, et puis il y a le problème des libertés aussi. Poitou, moi j'ai 67 ans, j'ai toujours rêvé quand j'étais gamin d'avoir un véhicule rapide, sportif. Là j'ai les moyens de me le payer, et puis paf, on me dit, ah non, il faut limiter ta vitesse, il n'y aura plus de moteur thermique, et moi je vais vous dire, et alors, et si j'achète un véhicule qui consomme beaucoup, mais que je l'utilise peu, à la limite, je vais polluer beaucoup moins que quelqu'un qui a un véhicule qui consomme moins et qui l'utilise beaucoup. Alors peut-être que nos processus ne sont pas assez aussi fins. Concernant la démocratie directe, la Suisse, Jean-Jacques Rousseau, là on peut se retourner en
question, vers le résultat du dernier référendum. Nous avons un référendum, je n'ai pas noté absolument tous les éléments qui ont été donnés après le résultat, les éléments notamment politiques. Et c'est évidemment la droite, voire une droite un peu extrême, qui l'a emporté sur des thèmes de conservation de la vie économique telle qu'elle est, et non pas telle qu'elle pourrait être pour la Suisse, pour éviter évidemment un certain nombre de rejets déplorables pour l'environnement et de problèmes écologiques généraux. Mais là, le résultat de cette démocratie directe, par référendum en tout cas, on ne peut pas dire qu'effectivement il y a une démocratie directe, mais est-ce qu'on y adhère? Ça, c'est une autre question. Voilà, et voilà, Jean-Jacques Rousseau, lui, qui est bien lié à ces questions-là, puisqu'il n'était pas véritablement pour la représentativité, en tout cas généralisée. Et donc, la difficulté de la représentation directe est aussi évidente. Il considérait les petits États, des États qui faisaient penser plus à Sparte qu'à Athènes d'ailleurs, et qui avaient un écho venant de l'Antiquité qui pouvait s'entendre encore dans la très petite République de Genève. Mais au-delà, c'est quand même un peu compliqué. Et puis on s'aperçoit finalement, à l'issue de ce référendum suisse, que c'est une sorte de réplique en petit de ce qui se fait au niveau plus large. Je n'entends pas, je ne sens pas quelque chose. J'ai très peu de renseignements, je dois être absolument honnête par rapport à ce référendum, mais je ne ressens pas quelque chose d'un peu particulier, d'une qualité particulière de cette démocratie directe et surtout de la démocratie à coup de référendum. Parce qu'une Vous voulez intervenir? Non, je veux simplement me poser une question. Dans la condition d'une démocratie directe, à supposer qu'on pose la question de savoir s'il faut rétablir ou non la peine de mort, je me demande quel serait le résultat aujourd'hui. Je crois que les processus en Suisse sont très très étudiés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, et qu'il y a une phase de débat qui est telle donc, il que faut chacun chercher les conditions. La logique, c'est tout le phénomène, en réalité, d'une confiance dans le citoyen, d'une explication par débat avant le vote. Ce qui n'est pas le référendum un peu caricatural que l'on fait en France. C'est la loi. Moi, je vais dire une chose qui est peut-être un peu psychanalytique, mais c'est toute la question, c'est de savoir si, lorsqu'on pose une question et qu'on y répond non, c'était bien de la poser, parce qu'on pourra la poser une deuxième fois et peut-être la réponse sera oui. Et je pense que ce qui est intéressant dans le fait d'avoir posé la question des limites planétaires explicitement à l'échelle nationale en Suisse, c'est au fond que ce n'est pas un sujet tabou, tandis que là, on voit bien avec ce qui se passe avec Trump, c'est qu'au fond, lui, il dit il n'y a aucun sujet tabou, et d'ailleurs, je vais dire tout ce qui me passe par la tête. Et que du coup, l'idée que les sujets sérieux, on n'en parle pas tout de suite, bah, il faut se reposer la question. C'est-à-dire qu'en tout cas, si on doit mener une guerre culturelle, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on répond à l'entreprise de destruction langagière qui est portée. Et donc moi, je serais assez pour l'idée de poser ces questions. Et effectivement, vous avez raison de le dire, il y a une question de méthode, comment est-ce qu'on prépare les choses, etc. Sachant que, bon, envoyer un gros dossier et dire qu'on prépare sur des sujets sur lesquels, par ailleurs, il y a, au fond, une controverse menée depuis 15 ans, ça va être compliqué de gagner. Mais en tout cas, de longue date, ce que vous appelez les écologistes politiques, c'est-à-dire les Verts, ont été plutôt contre l'idée du référendum, avec l'idée que justement on ferait de la démocratie directe et que forcément la réponse serait plutôt défavorable à l'écologie. Il faut se poser cette question autrement et ne pas dire qu'a priori c'est mauvais. Et surtout envisager la vie démocratique, pas seulement en termes électoraux ou en termes, quand vous disiez participative, directe et représentative, aujourd'hui la vie démocratique, elle est complètement atone surtout, il n'y a pas de vie démocratique. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour ressusciter une vie démocratique
qui doit effectivement appliquer des méthodes. La Convention citoyenne pour le climat, c'était même de la démocratie délibérative. L'idée, c'était que sur un sujet compliqué, on va d'abord acquérir du savoir, puis ensuite on va discuter, et ensuite on proposera. C'est un sujet intéressant, mais c'est propre à ce qu'on appelle les mini-publics, c'est-à-dire ça concerne les 150 citoyens, ça ne concerne pas 50 millions d'électeurs. Bon. Donc c'est un sujet sur comment est-ce qu'on passe de ces mini-publics, c'est ce que fait la Commission nationale du débat public, à du grand public. Et donc on a toutes ces questions d'échelle. Et ça rejoint tout à l'heure ce qui a été dit, je ne sais plus si c'était par Raymond, oui je pense, sur la question de le citoyen attaché à l'État ou à la nation. Alors qu'en fait, l'écologie, c'est un sujet qui concerne l'ensemble des échelles. Comment est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que même la question du grand public à l'échelle de l'État-nation, elle se pose différemment sur l'écologie. Elle peut se poser très localement parce que vous êtes dans le cadre d'une réserve naturelle. Elle peut se poser totalement mondialement parce que vous allez tout simplement vous dire que vous tenez à ce que les coraux du Pacifique continuent à exister parce que c'est un patrimoine commun de l'humanité. Et bien tout ça, ça ne se pense pas avec les échelles politiques habituelles. Donc ça, c'est une autre difficulté. Et puis, alors, sur ce que vous disiez sur la toute-puissance et sur la puissance, se découvrir moins puissant, ou peut-être pas impuissant, mais moins puissant, est certainement un préalable au fait de pouvoir envisager comment est-ce qu'on va agir sur les questions écologiques. Ça me semble être un point essentiel. Et du coup, évidemment, tout le monde dit toujours que c'est une question d'éducation, et ça je ne sais pas. En tout cas, ça ne relève pas stricto sensu du programme scolaire. Ça relève sans doute d'une manière d'être au monde qu'on peut apprendre à l'école, mais aussi dans une association, dans une fondation sur Jean-Jacques Rousseau, à Confrontation, à la Maison de l'Europe, ou tout simplement dans les expériences de la vie, dans ce qui vous arrive. Donc je crois qu'expérimenter une puissance relative, c'est un point important, mais il faut que nous nous sentions relativement puissants. Je voudrais insister là-dessus aussi, parce que, au fond, qu'est-ce qui est en train de se passer avec le discours climato-sceptique? C'est que c'est un discours de la toute-puissance qui convainc ceux qui vont contre ce discours qu'ils sont impuissants. Et donc, nous devons examiner notre puissance relative, ça me semble un point essentiel. Et puis, bon, sur ce que vous dites sur l'écologie politique, l'écologie scientifique, l'écologie est à la fois scientifique et politique, il n'y a pas besoin de les opposer. Simplement, on ne peut pas effectivement prétendre être engagé sur les questions écologiques en se désintéressant des sciences et vie de la Terre, de la capacité à lire une courbe, et aussi en se désintéressant, il ne faut jamais se désintéresser de ce qui se passe quotidiennement. Quand vous êtes écologiste, vous devez par exemple vous réintéresser à ce qu'il y a derrière une prise de courant. Vous devez apprendre à comprendre, à ne plus être seulement consommateur. Vous devez regarder autrement le fait d'acheter des carottes. Donc c'est très intéressant, c'est pas seulement quelque chose pour des esprits ingénieurs. C'est quelque chose sur une citoyenneté active dans tous les actes de la vie quotidienne. C'est pour ça que c'est absolument passionnant. Et par rapport à ce que vous dites sur la liberté, il faut apprendre à considérer que la liberté relève du contrat, ce qui n'est pas du tout libertarien. Mais à l'évidence, nous choisissons ce que sont nos espaces de liberté collective. Et il faut aussi, par rapport à votre voiture et à Roland Barthes, il faut apprendre à considérer que le fait de voir un troupeau de biches en forêt est 1000 fois plus merveilleux que d'avoir une voiture. Et donc il faut ressusciter des imaginaires, lire Claudie Epsinger quand elle écrit Les Grands Cerfs, etc. C'est quelque chose qui relève pour le coup du récit. Il y a à la fois le contrat social et les récits. Et ça, c'est à notre portée, de la même manière qu'il faut peut-être écrire un récit de l'Europe heureuse. Hein. Il existe sans doute. Mais bon. Beaucoup moins enchanteur, mais un petit clin d'œil à l'initiative citoyenne européenne. Ouais. J'ai demandé au moment où elle a été introduite à des étudiants de Sciences Po de la tester et qui n'ont pas réussi à la tester. De façon très amusante, la principale initiative qu'ils ont réussi à faire germer et à faire endosser, vous le savez, il y a un mécanisme très complexe. Il faut un certain nombre de votes dans un certain nombre d'États membres de l'Union européenne exactement sur la même proposition. Donc ça demande des démarches de mobilisation qui demandent des moyens importants, qui demandent de la communication importante, etc. Et donc, même sur la légalisation du cannabis, ils n'ont pas réussi à porter une initiative citoyenne européenne. Vous voyez mon sourire en disant ça. Oui, des formes de
de possibilités pour les citoyens de s'immiscer dans la complexité des enjeux, de prendre leur part à la compréhension de mécanismes complexes. C'est extrêmement important et pour le moment, on n'a pas réussi à trouver des solutions qui sont satisfaisantes. Je représente ici un think tank, une association qui s'appelle Zénon et qui doit son nom à un philosophe de l'Antiquité qu'on dit souvent philosophe de la complexité. Oui, les choses sont complexes et on s'intéresse, et c'est la mission que cette association se donne, aux innovations et aux technologies, et je n'ai pas dit aux innovations technologiques, ce n'est pas la même chose, aux innovations et aux technologies pour le climat et la décarbonation. À partir de là, on pourrait dire « vous êtes d'abominables technosolutionnistes ». Peu importe, ce n'est pas ça le jeu. Notre objectif, c'est de montrer qu'il existe des innovations, qu'il existe des technologies, qu'il existe beaucoup d'autres choses qui peuvent contribuer à l'atténuation du changement climatique ou des perturbations climatiques, que des innovations et des technologies peuvent jouer un rôle là-dedans, mais qu'elles sont complexes, qu'elles doivent être comprises et que pour les déployer, il est nécessaire d'en comprendre les ressorts et de les aborder de façon scientifique. Et là, on retrouve tous les enjeux dont nous avons parlé ce soir, c'est-à-dire comment faire passer la complexité alors que la simplification, et je ne dis pas simplicité, elle est tellement plus rassurante. Comment assumer le risque de l'impossibilité face à la promesse de la solution magique. Et on voit bien là que, oui, pour la régression, il y a des choses et des chemins qui semblent faciles, et pour l'éducation, la compréhension, l'implication, la mobilisation, il y a des processus qui sont complexes, mais une complexité qui est tellement plus gratifiante, qui est tellement plus valable sur le plan existentiel que des fausses réponses, que des mirages, que des projections. Alors, que fait-on aujourd'hui devant cette complexité du réel? Et avec quel plaisir, quel... On prend un verre. La complexité. C'est un peu pessimiste de s'en remettre au verre. Pour moi, ça fonctionne. Mais, bien sûr, dans le verre, il peut y avoir des assemblages très complexes. Comment aujourd'hui, c'est une question qui est peut-être en même temps un peu une plaisanterie, mais que fait-on aujourd'hui dans ces multi-crises dans lesquelles nous sommes? Parce qu'on peut parler, effectivement, on pourrait parler de la vie politique française et se dire qu'on a des capacités à accrocher, à revenir à telle planification écologique ou telle autre perspective qui était heureuse il n'y a pas si longtemps. Mais actuellement, nous sommes dans une crise qui est une crise politique, une crise de représentation. Et je ne vais pas au-delà des frontières hexagonales. Donc, que peut-on faire là? Nous allons nous quitter après avoir pris un verre. Mais que fait-on? Que peut-on dire à chacun ou faire penser à chacun de nous ce qu'entraînent ces propos que nous avons tenus, que nous avons écoutés ce soir? Qu'est-ce qu'on peut faire chacun à notre niveau? Faire faire un abonnement à la Maison de l'Europe, certainement. C'est une bonne idée. Pour faire une micro-démocratie là sur le quartier. Mais voilà, je vous lance quand même cette... Raymond, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vais être quand même un petit peu optimiste, parce que je me souviens, à l'occasion du vote sur la Constitution européenne, il y a eu dans les cafés une
un ensemble de discussions extrêmement nombreuses et on savait, on voyait que les gens étaient effectivement très concernés. Après, malheureusement, comme nous avons voté non, un traité de Lisbonne a rétabli, si j'ose dire, la situation. Alors, à ces conditions-là, on peut comprendre aussi la méfiance de tout un chacun vis-à-vis, non pas du politique, mais de la politique telle qu'elle se fait. Alors là, il faudrait peut-être, comme on vient de le dire, changer pas mal de choses. C'est pas la réponse que j'attendais. Non, mais c'est ce que j'avais envie de dire. Je vais en faire une autre et je suis pas sûr que ce soit celle que vous attendez aussi. Et je suis moi aussi un indécrottable optimiste. Je crois qu'on a tendance quand même très facilement à s'attacher aux formes de mobilisation conventionnelles, aux institutions, aux organisations, aux partis et aux droits, et moi le premier. Et je vois qu'il y a plein d'autres formes de mobilisation, moins visibles, moins organisées, avec parfois des tentations, y compris des tentations de la radicalité, voire du radicalisme, etc., mais qui agitent, qui font bouger, qui font bruisser, qui font vibrer. Il y a un tissu associatif en France et dans plein d'autres pays européens, avec des formes d'éducation populaire qui se réinventent, avec des transformations sociétales qui s'opèrent et dont on ne devine pas encore ce qu'elles vont donner. J'ai pendant presque 10 ans eu la chance de m'occuper d'une association qui s'appelle l'Institut de l'Engagement et qui venait dans la suite de cette politique publique formidable dont on a cru qu'elle allait disparaître il y a quelques jours, qui est le service civique. Le service civique, politique publique, jeunesse, vieillesse, politique publique intergénérationnelle, fantastique, où on propose à des jeunes, sans se poser la question des prérequis, sans se poser la question de ce avec quoi ils embarquent, de se mettre au service de la collectivité, de le faire pendant au moins 6 mois, au moins 24 heures par semaine, et ce faisant, ils se rendent utiles, et ce faisant, ils se rendent compte qu'ils sont capables d'être utiles et qu'ils sont dotés d'un certain nombre de compétences, de talents, et de la compétence et du talent, de développer des compétences et du talent. Et après ça, c'est facile de tricoter des choses. Et j'ai eu la chance, avec l'Institut L'Engagement, on a accompagné des centaines et des centaines de ces jeunes chaque année qui sortaient du service civique et qui étaient portés, qui avaient un élan et qui avaient la conviction qu'ils pouvaient être acteurs de transformation. Et ils sont des actrices et des acteurs de transformation. Et moi, j'ai vraiment envie de penser à ça en entendant votre question. Et donc, je reste optimiste et je sais qu'il y a plein de gens qui se mobilisent et qui font bouger les lignes et qu'on peut être assommé par les slogans de ceux dont on a trop parlé ce soir. Et regardons les choses plus belles, plus inventives, plus joyeuses, plus complexes, dont plein de gens autour de nous se saisissent avec passion, avec beauté, avec enthousiasme. Merci Marc. Moi je crois que ce qui est important, c'est que chacun considère maintenant dans son travail et dans ce qu'il est, le fait d'avoir une espèce d'unité, de personnalité. Moi je ne laisserai pas de côté les institutions. Je pense que, effectivement, de longue date, l'écologie est plutôt venue de la société et des contre-pouvoirs, mais qu'aujourd'hui, les contre-pouvoirs sont trop faibles et qu'il n'est plus temps, face à l'urgence, de laisser de côté les institutions et, par exemple, en France, là où l'État est si important, de considérer qu'on pourra faire de l'écologie contre l'État, ou en ne pensant pas à la question de l'État, etc., ou des ministères. Donc moi, c'est quelque chose que je dis depuis assez longtemps. Et j'observe qu'aujourd'hui, c'est une question ou pas d'ailleurs, c'est aussi une question de perception du réel par ceux qui ne sont pas forcément jeunes.
et que du coup ça impose des responsabilités professionnelles et personnelles différentes. Ce qu'on voit pour les chercheurs et les scientifiques, je pense qu'il faut aussi le constater pour les fonctionnaires de manière plus large. Et par exemple, moi j'ai eu des discussions avec des jeunes fonctionnaires au ministère de l'écologie qui disaient mais j'aimerais plus d'ambition, comment est-ce que je fais, mais ça pose ensuite des problèmes de chaîne hiérarchique, de système, etc. Il y a un moment, vous savez, où il faut savoir ce qu'on veut. Donc il ne faut pas hésiter à porter des ambitions, y compris si on a le sentiment que ça peut aller contre le système, ou en le faisant d'une manière telle que ça passe, c'est-à-dire qu'il faut porter ça sur le champ de l'innovation, de la créativité, de la prise de risque. Et donc moi je pense que les institutions qui sont aujourd'hui trop souvent endormies ou même ressenties comme illégitimes par une part croissante de la société, il faut imaginer que ce devenir institutionnel change. Et il y a pas mal d'éléments pour le coup positifs. Bon, il y a le Haut Conseil pour le climat, il y a des choses qui ont été dites par certains dirigeants publics sur ces questions-là qui étaient fortes. En général, c'était juste avant de prendre leur retraite. Hein, mais bon, toute la question, c'est comment est-ce qu'on peut assimiler cette prise de risque tout en n'étant pas perçu comme, c'est-à-dire une forme de rébellion esthétique. Donc c'est quelque chose à inventer. Mais quand j'observe comment les scientifiques sortent du laboratoire, comment ils prennent des risques, comment par ailleurs ils continuent à publier des articles dans des revues, à comité de lecture, il y a quelque chose qui s'invente. Donc moi je nous inviterais à être créatifs et je pense que les institutions pourraient être sauvées par cette créativité écologique parce qu'aujourd'hui elles sont mal en point en termes de légitimité, en termes de reconnaissance de leur travail, de leur utilité. Il est nécessaire qu'elle trouve une grande cause. Moi, je cite toujours cet article d'Edgar Pisani en 1957, Administration de mission, administration de gestion. Et je pense que l'esprit gestionnaire, dans l'ambiance dans laquelle nous sommes, devrait être minimisé par rapport à l'esprit missionnaire. Voilà. Très bien. Très très belle réponse en fait, au pluriel. En tout cas, je comprends ce soir pourquoi vous avez accepté de venir à cette humaniste. Voilà, il y avait de l'humanisme d'envers. Merci à vous tous en tout cas.